Maître Courtois, commençons par l'actualité d'abord. Vous êtes donc à la défense dans le procès des attentats de Bruxelles et vous défendez Smaïl Farizi, sur lequel nous allons venir tout de suite, avant d'aborder des sujets plus personnels, sur l'avocat unique, atypique, hors norme que vous êtes, comme on vous décrit depuis plusieurs années déjà dans les médias. Mais donc ce procès, vous défendez le logeur des terroristes, qui était donc libre, qui a été arrêté juste avant le procès, puis remis en liberté. Vous avez trouvé cette situation complètement scandaleuse. Oui, c'est encore une situation typique, comme seul le procureur fédéral est capable d'en inventer. Ce garçon, je ne parle pas du procureur fédéral, mais donc de mon client, a été acquitté dans le cadre du procès belge des attentats de Paris, et il a été remis en liberté il y a 6 ans. Mais c'était pour le volet français. Non, il a été acquitté pour le volet français et mis en liberté il y a 6 ans. Il n'a pas encore été acquitté parce que le procès n'a pas encore eu lieu, et on voit que c'est mal parti, mais il a été donc libéré il y a 6 ans. Or, le problème du procureur fédéral, c'est que, accusé de 32 assassinats terroristes, si mon client comparaissait libre, le jury se serait dit, mais c'est qu'il doit peut-être être innocent. Et donc, on est venu l'arrêter, pour ainsi dire, l'avant-veille du procès, au prix de ce qu'on ne peut qu'appeler un coup de jarnac, finalement. Et le président et les 3 juges de la Chambre des mises en accusation, dont on peut dire que, je ne veux pas être vulgaire, mais ils sont munis de véritables pastèques, ont réussi, ont osé faire triompher le droit, la morale, la vérité et l'éthique, et ont relibéré ce garçon qui va donc comparaître libre dans le procès des attentats de Bruxelles, si jamais un jour il y a lieu, et qui, en attendant, il y a eu déjà quelques audiences, eh bien vous ne devinerez jamais où il prend place, vu qu'il est libre, eh bien dans le public, à côté du président Hénard. Ça ne s'invente pas. Mais pas dans les fameux box dont vous avez évidemment dénoncé l'absurdité. Ces box, on ne va plus revenir sur vos termes assez forts par rapport à ça. Vous avez parlé de zoo, et là vous avez carrément réclamé la démission et du ministre de la Justice et du procureur fédéral. Vous osez tout, vous n'avez peur de rien. Est-ce que vous estimez que ces 2 personnes doivent démissionner aujourd'hui ? Oui, écoutez, en premier lieu, ce que je pense qu'on aurait dû faire, c'est nous faire venir le tordu, qui est en fait, pour moi, un 3/4 nazi et surtout 100% débile, qui a conçu ces box. Un enfant de 5 ans aurait compris que ça ne passerait jamais. Avec les conséquences qu'on doit déplorer maintenant, et autant je me gausse du visage défait du procureur fédéral dans cette affaire, autant je suis scandalisé, outré pour les victimes. Alors évidemment, ce sont des victimes au sens malheureusement le plus pur, mais j'aurais tendance à ranger mon client aussi dans les victimes. Alors peut-être pas le même type de victime, mais nous sommes accusés à tort et nous attendons ce procès depuis 6 ans. Et justice finalement nous est déniée. Je ne parle même pas des victimes qui ont perdu un enfant, qui attendent depuis 6 ans. Déjà, personne ne pose la question, mais fallait-il vraiment 6 ans avant d'organiser ce procès? De là mon expression tout en finesse, en 2030 sur la Lune. Il n'y a plus de limite. Alors, les personnes responsables de ce fiasco, c'est le ministre de la Justice. Alors j'ai appris entre-temps, depuis que j'ai demandé sa démission, qu'il avait connu des fortunes diverses et qu'il était quelque part caché dans une safe. Vous n'y êtes pour rien, rassurez-moi. Je n'y suis pour rien. Et mon client non plus. Mais on ne tire pas sur une ambulance. Donc, plus modestement, nous nous contenterons désormais de la démission de son chef de cabinet, par exemple. Il y a quand même bien quelqu'un qui doit aller expliquer à ces 1000 victimes le fiasco qu'est ce procès. Ensuite, le procureur fédéral, qui est évidemment la personne derrière tout ça, qui a poussé pour une démonstration de force. Moi, il n'y en a pas à avoir réussi à déjouer les attentats. Moi, il y en a maintenant montré démonstration de force. De là, les cages qui ne répondent à aucun impératif de sécurité, c'est totalement absurde. Son adjoint, qui était là à l'audience lorsqu'il a été dit que le procès serait reporté, rigolait. Ça l'amusait. Mais justement, par rapport à la durée de ces débats, à la longueur aussi sur des mois, on parle de 9 mois, quel est l'intérêt pour vous, finalement, pénaliste, de participer à un tel procès, hormis toutes les retombées médiatiques? Écoutez, les retombées médiatiques, c'est déjà pas mal. Mais ça, je le dis évidemment en boutade.
Il y a en fait, quand vous défendez un type, surtout quand il est innocent et que vous êtes un avocat et que vous avez la prétention de vous qualifier tel, vous ne réfléchissez pas à tout ça. Oui, financièrement, c'est sans doute pas intéressant. Familialement, c'est sans doute voilà, ça crée effectivement une série de regrets parce qu'on peut pas s'occuper de sa famille de la même façon. Et je vous parle même pas des loisirs, voire des nuits de sommeil, mais porté par l'innocence d'une personne, par son acquittement possible, ça vous donne une énergie à nul autre pareil. C'est comme si vous étiez dopé à longueur de journée. Et donc voilà, pour moi, l'intérêt en réalité, je vous le dis simplement et en toute simplicité, c'est obtenir l'acquittement de mon client et la gloire pour son avocat. Vous parlez de votre client, donc de son innocence, des procès terroristes. Vous en avez l'habitude, vous en avez eu des tas. Vous êtes d'ailleurs réputé comme étant le chouchou des terroristes. C'est comme ça que certains vous surnomment. Des faux terroristes, oui. Des faux terroristes, si vous voulez. Vous avez défendu Mehdi Nemmouche, Raphaël Gendron, Jean-Louis Denis et un tas d'autres. Et ça vous a donc valu ce fameux surnom chouchou des terroristes, avocat des terroristes. Est-ce que défendre l'indéfendable, c'est finalement ce qui vous motive tous les matins? La question est très pertinente, mais c'est un peu plus complexe, car sans me vanter situation dont j'aurais horreur, la moitié de ces types ont été acquittés. Et au début, c'était « tu défends l'indéfendable ». Et je parle même pas des Laurent Louis, des Dieudonné, là on est encore une strate au-dessus. Et donc, je ne pense pas être l'avocat du diable ou l'avocat des indéfendables, parce que quand on dit indéfendable, on dit inacquittable. Or, je vous dis, la moitié a été acquittée. Et ceux qui sont pas acquittés de façon pure et simple, comme par exemple Jean-Louis Denis, qu'est-ce qu'on a prouvé? Il a été acquitté de sa soi-disant qualité, entre guillemets, de dirigeant terroriste. À la fin, on n'a plus retenu que des discours un peu farfelus de sa part. Et on a pu établir que le parquet fédéral avait infiltré un homme de la sûreté marocaine dans les restos du Taouid, et que c'était ce type-là qui commettait les infractions. Et donc au début, on se dit, on va défendre un type qui est un demi-clown, et après, quasi par hasard, on tombe sur finalement un secret d'État. Et c'est ça aussi qui est passionnant dans ces dossiers, c'est la matière où il y a le plus de fausses accusations de toutes les matières pénales. Enfin, tous vos clients ne sont pas non plus des victimes. Presque. Même si, au final, de par vos plaidoiries, qui sont d'ailleurs reconnues, oui, certes, vous obtenez un acquittement, mais elles ne sont pas des victimes du système à la base. C'est pas ça leur dénominateur commun. Alors écoutez, quand on est acquitté, pour moi, on est une victime du système. Il y a beaucoup de choses à dire même, mais je vous assure, 90% de ces gens sont vraiment innocents. Il y a une hystérie du parquet fédéral. Pour moi, le parquet fédéral, c'est les talibans. Ok ? C'est fort ce que vous dites. Oui, écoutez, je viens d'obtenir, il y a 2 mois, l'acquittement de mon client dans les attentats de Paris. Le parquet fédéral n'ose pas faire appel, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre une 2e claque. Je me serais attendu à ce qu'on le laisse tranquille. Enfin, de là à les qualifier de talibans. Mais on connaît justement votre côté provocateur. Et c'est votre côté provocateur, tant dans vos plaidoiries, qui finalement suscite soit la haine de vos confrères qui ne vous aiment pas, soit au contraire l'admiration de certains qui se disent « mais c'est le seul avocat finalement parmi nous qui n'a peur de rien ». Est-ce que vous n'avez vraiment peur de rien? Et d'où vous vient ce côté j'affronte les magistrats et je ne me les mets pas dans la poche, au contraire, je m'en fiche complètement? Alors écoutez, moi, vous me faites beaucoup d'honneur, je pense pas ne pas je dis ce que j'ai entendu parmi vos confrères. Écoutez, il y a beaucoup de confrères qui ne m'aiment pas, parce qu'évidemment, je m'excuse de le dire, mais c'est des crevards qui parviennent pas à avoir un gros dossier, qui parviennent pas à faire une plaidoirie correcte même après 20 ans, et je parle même pas d'avoir un bon résultat. Il y a une autre moitié des confrères, je suis vraiment tout à fait désolé pour ceux qui ne m'aiment pas, mais qui presque m'idolâtrent, et j'ai fait des petits. C'est-à-dire que je lance tous les 3-4 ans un jeune avocat. Quand je vois, un avocat doit pas avoir peur. Un avocat doit pas être là à ramper servilement, à plat ventre devant le pouvoir en espérant en recevoir une récompense. Si c'est ça que tu veux faire dans la vie, mec, deviens un procureur. Et je n'attaque jamais les juges.
Je n'attaque jamais les juges, je n'ai pas cette inélégance. Je pense que les juges, d'ailleurs, dans leur extrême majorité, il y a 2 ou 3 cas plus réservés, mais dans leur extrême majorité, ce sont des gens de grande qualité et de grand courage, imperméables aux têtes que réclame l'opinion publique qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui généralement ne connaît rien de l'intérieur d'un dossier. Par contre, là où je suis plus réservé, c'est sur le parquet fédéral, qui est devenu... Avec lequel vous n'êtes pas tendre. Certains parlent carrément, vous avez dit que vous aviez fait des petits, certains parlent de la mafia Courtois, avec justement tous ces jeunes avocats autour de vous, qui finalement travaillent pour vous. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait... J'ignorais que j'étais devenu le parrain d'une mafia, mais j'espère que c'est rémunérateur. Pour le moment, je n'ai rien vu, mais il ne faut pas insulter l'avenir. Écoutez, le parquet fédéral, il y a eu une affaire, je ne vais pas donner le nom, mais d'un cousin d'El Bakraoui. Les El Bakraoui qui sont donc les commanditaires et les exécutants number one des numéro 1 des attentats. Et des cousins à eux ont été accusés par le parquet fédéral. Des cousins à eux ont été accusés de vouloir commettre un attentat avenue Louise sur l'ambassadeur israélien. Il m'a fallu exactement 5 semaines pour libérer ces personnes, car c'était un truc totalement bidonné, écoute bidonnée, transcription bidonnée. Mais qu'avait fait le parquet fédéral? Ils avaient mis le Premier ministre sous protection. Ils ont été affolés, ce pauvre homme et sa famille. Pourquoi? Psychose, plus de moyens financiers, plus de moyens légaux, plus de moyens intrusifs. Vous savez qu'on peut placer des caméras chez les gens. Eh bien, dans les affaires de terrorisme, en 10 ans, je crois que j'ai dû assister à une dizaine d'effets d'annonce du parquet fédéral. On a déjoué tel attentat, tel attentat. On l'a encore vu il y a 2 jours près d'Anvers. Et tous ces attentats, donc qui étaient là les attentats, disons islamistes, on va dire, c'était du bidon intégral. Tout faux du début à la fin. Les seuls vrais attentats, c'est ceux de Bruxelles et de Paris, que comme par hasard, ils n'ont pas réussi à déjouer. Vous parlez de menaces contre le Premier ministre. Est-ce que vous, en tant que pénaliste, vous avez déjà été menacé? Écoutez, c'est un des grands motifs de satisfaction. Vous me demandiez tantôt qu'est-ce qui vous pousse à faire ce type de procès, mais peut-être le plaisir que j'éprouve à recevoir ces menaces totalement imbéciles, misérables et indigentes que certains frustrés m'envoient. Voilà, j'ai encore eu droit à un petit échantillon. Oui, nous sommes souvent menacés. J'ai même Vous êtes menacé par qui? Par votre ex-client? Ah non, les clients, même beaucoup, on me le reproche d'ailleurs. Non, par des courageux anonymes inconnus. Qui ne supportent pas vos clients? C'est-à-dire que là, il me menace actuellement pour un mec que j'ai fait acquitter. Donc, je veux dire, la lâcheté, le dispute à la connerie chez ces gens-là. Et il y en avait un peu plus marrant que les autres, ce qui est pas fort difficile parce qu'ils sont généralement sinistres, frustrés, hein, pour se mettre derrière son ordinateur, commencer à envoyer des mails. J'en avais un qui avait envoyé des lettres avec de la poudre blanche pour me faire croire que j'étais empoisonné à l'anthrax. Ou alors c'était croyant peut-être que j'étais cocaïnomane et qu'on m'avait envoyé la cocaïne. On va passer à un autre volet. Votre métier fascine, hein, le métier de pénaliste. On pense souvent, surtout les femmes. On pense souvent que le métier de pénaliste, c'est quelques clients, du luxe, beaucoup d'argent. Et on a raison. C'est quoi votre vie? En fait, on a la liberté. Et comme je l'ai toujours eu, je n'en ai peut-être pas toujours mesuré le prix. Alors parfois, je peux travailler une 40aine d'heures d'affilée sans produit dopant. Je peux travailler. Vous avez toujours besoin de préciser que vous ne vous droguez pas. Oui, parce que j'en ai été beaucoup accusé, parce que je suis capable de faire des plaidoiries que n'aurait pas régné le grand Fidel Castro lui-même, de 8-9 heures d'affilée, donc bon. Mais bref, si ça fait rigoler ces tocards, ils peuvent continuer. Mais donc, j'en ai perdu le fil maintenant. Nous disions... Est-ce que la vie de pénaliste, c'est cette vie de client de temps en temps, et puis du luxe et tout le reste qui va... Alors, on peut travailler énormément, parfois des semaines et des mois de force à dormir 3 heures par nuit, 10 nuits, 20 nuits d'affilée. Et puis, si j'ai envie de rien faire pendant 3 mois, je fais rien pendant 3 mois. J'ai pas un petit chef qui vient m'emmerder et ce genre de bazar-là. En ce qui concerne l'argent, j'ai très malheureusement hérité de mon père parce qu'il est décédé.
Professionnellement, je gagne très 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 peu d'argent, je n'en réclame pas spécialement, mais c'est parce que j'ai, disons, la chance par ailleurs de... il faut le dire, c'est un peu crétin de le dire de soi-même, mais il y a le prestige. Voilà. Quand vous regardez une série télévisée avec un avocat, c'est jamais un mec qui fait du droit du bail. C'est toujours un gars qui fait du vrai droit pénal. Voilà. Et d'ailleurs, au barreau, il y a c'est un milieu, Dallas à côté, c'est une cour de récré. Hein. Racontez-nous. Écoutez, les confrères qui écrivent des petites lettres de délation aux bâtonniers à la lueur de leur lampe à pétrole la nuit tombée, parce qu'ils jalousent tel succès que vous avez eu, les petites mesquineries, toujours se réclamer de vertu, d'antiracisme et compagnie, alors que quand on connaît leur vie privée, t'as envie de vomir. Les pénalistes sont de manière générale très peu appréciés des autres avocats spécialisés en droit commercial, en fiscalité parce qu'ils prennent toute la lumière et qu'ils ont notamment le privilège de pouvoir s'entretenir avec des journalistes de votre qualité, madame. Qu'est-ce que vous détestez finalement dans votre métier? Tout, parce que c'est une pression énorme. Le gars qui vient de voir, ou sa femme, ou sa mère, ou son père, ou même son fils, et qui sont désespérés, il s'en fout complètement que tu aies eu 3 acquittements spectaculaires la semaine passée. Il veut que tu libères et que tu fasses acquitter son père. Il y a des drames, humainement, il y a des véritables drames qui se jouent derrière ça. Bon, et ça vous donne une pression que je me mets à moi-même. Il faut, quand on vient me voir, c'est parce qu'on se dit, peut-être à tort, mais on se dit, Courtois, c'est le seul qui saura le faire. Et donc, il faut se montrer digne de cela. Et donc, c'est très usant comme métier. C'est à la fois le métier le plus ignoble et aussi le plus merveilleux au monde, parce que le plus beau moment pour un avocat, c'est quand il plaide. Voilà, maintenant, pendant 5-6 heures, pendant que je plaide, le procureur fédéral, avec toutes ses armes de guerre, avec ses perquisitions, avec tous ses pouvoirs légaux, le pouvoir de te mettre en tôle, il a juste le droit de rester vissé sur sa chaise, d'en prendre pendant 6 heures et d'espérer après de ne pas se prendre un acquittement dans les gencives. Et ça, c'est extatique, c'est une ivresse... Et comment vous préparez ces plaidoiries? Parce que justement, vous êtes connu, vous, Maître Courtois, pour vos plaidoiries qui sortent de l'ordinaire. Vous êtes admiré pour ça, par les juges y compris. Hein. D'ailleurs, vous savez, comme vous venez de le dire, parler pendant 6 heures sans interruption. Comment est-ce que ça se prépare, ces plaidoiries? Il faut respecter son interlocuteur. Il ne faut pas l'ennuyer. Donc, il faut... Alors évidemment, certains dossiers s'y prêtent moins ou plus que d'autres, mais souvent l'accusation et les arguments du procureur sont tellement grotesques qu'on peut le tourner en dérision. C'est ça qu'on me reproche en réalité, c'est que dans mes plaidoiries, souvent je tourne en dérision, mais avec du factuel, avec du fait, avec des arguments, l'argumentation du procureur. C'est ce qui permet de tenir éveillé aussi le jury. Hein. Il faut faire rigoler le juge. Alors c'est peut-être pas comme si j'étais au café et la coupe et qu'on se tapait la cuisse avec du vol, mais il faut. Moi, quand j'écoute des plaidoiries d'avocats, j'ai envie de mourir. Je péris d'ennui. Donc il faut le divertir et il faut. Ça n'est pas de la manipulation, c'est simplement la plaidoirie est un art. Il faut alterner l'épreuve, l'argumentation, l'humain. Il faut avoir égard aussi aux victimes. Et c'est comme une symphonie. De temps en temps, il faut piquer très fort. Et quand tu as piqué très fort, faut un peu calmer. Et quand tu as un peu trop calmé, poum, tu remets un coup de barre, etc., etc. Et tu construis le truc. Normalement, une bonne plaidoirie dans une grosse affaire, c'est un truc qu'on peut retravailler 10 à 15 fois. Le type qui fait sa plaidoirie en un jet, qui croit que c'est bien, bah, c'est un con. Voilà, Vos clients, en général, ils sont satisfaits de vos plaidoiries? Ils sont ravis de mes plaidoiries. Vous n'allez pas dire le contraire. Et je n'allais pas dire le contraire. Souvent, ils me disent vous l'avez mieux dit que je ne l'aurais dit moi-même. Parce que certains pénalistes disent que le client respecte de moins en moins l'avocat, que ce n'est plus comme dans les années 90 où vous aviez ces grands criminels qui avaient encore des espèces de codes d'honneur, que le client d'aujourd'hui, il veut tout de suite et il n'a plus de respect pour son avocat. Eh ben, écoutez, ça très franchement, c'est pas pour être laudateur à mon propre égard, mais ça c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. D'ailleurs, on me reproche souvent le contraire. Je pense que, moi je n'aime pas le terme de client, je hais ce terme, mais je suis obligé de l'employer. Souvent, enfin toujours, c'est une aventure commune. On est seul contre le monde entier. C'est ça la véritable ivresse. C'est que normalement on part perdu d'avance vu qu'on n'a pas les mêmes moyens.
d'investigation, d'autorité, de pouvoir public, etc. Et parfois, il y a de véritables amitiés qui se lient avec des gens dont j'aurais jamais cru quand j'avais 20 ans, qui pourraient être des amis à moi. Vous avez des exemples? Qui vous a le plus marqué dans vos clients? Le gars que je préférais, c'est Raphaël Gendron. J'ai pleuré quand il est mort, tombé au champ d'honneur en Syrie. Là, vraiment, j'ai pleuré, j'ai voulu donner aucune interview. Ce garçon a été vraiment, c'était une merveille. Après, il y a des gens avec qui je m'entends très bien. Jean-Louis Denis, par exemple, je peux dire que c'est un copain. Voilà. J'ai une affection particulière pour Mehdi Nemmouche, qui m'honore d'ailleurs de son amitié. Vous allez choquer en disant que vous avez une affection particulière pour lui. Oui. Est-ce que vous avez encore des liens avec lui aujourd'hui? Oui, je l'ai eu au téléphone encore hier. Ah bon? Ouais. Et c'est un garçon qui a été abandonné 2 fois par sa mère. Voilà. C'est ça qui vous a touché chez lui, au-delà de tout ce qui a pu lui être reproché? Ouais. Le garçon qu'il est, et le garçon qu'il est, qui est directement la résultante de ce dont je viens de vous parler. C'est un garçon, alors évidemment les gens vont hurler, mais moi je vais pas lui jeter les tomates pourries juste pour le plaisir de faire partie du groupe, j'en ai rien à faire. C'est un garçon très doux, très humain, hyper cultivé et qui a une belle vision du monde. Là, malgré sa condamnation, lourde quand même. Ah oui. Très lourde. La seule fois où ça n'a pas marché, c'était pour Mehdi. J'aurais préféré que ça marche. C'est un échec pour vous que vous vivez encore très mal aujourd'hui? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu dire. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est je vais dire une frustration, mais ma première loyauté n'est pas envers la légende que je me construis soi-disant, c'est envers la personne que je défends. S'il me dit pour X raison que ça et ça, on peut pas en parler, que sinon sa famille est en danger, j'en parle pas. Voilà. Et les choses auraient tourné différemment si on avait pu le faire. Et surtout, on aurait pu éviter la perpétuité pour lui, simplement en plaidant le parcours qui a été le sien. La vérité judiciaire a été rendue. Oui. Aujourd'hui, vous avez une certaine carrière importante derrière vous. Merci. Quel client, ne défendrez-vous, ou quel avocat, ça peut arriver, jamais? Jamais je défendrai une balance. J'ai horreur de ça. Ça, vraiment, j'ai horreur de ça. 2, j'ai dû le faire quand j'étais jeune stagiaire. J'ai détesté faire ça. J'ai pas envie de défendre des pédophiles. Voilà, parce qu'ils détruisent une vie à jamais, la baignant dans des tourments insurmontables, et ils ne demandent jamais pardon. Vous parlez de souffrance de vos clients, vous avez parlé de Mehdi Nemmouche avec qui vous avez encore des contacts. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez eu des souffrances qui ont fait que vous êtes devenu pénaliste? Ah non, je suis devenu pénaliste parce que je ne savais rien faire. Non, je vous assure, c'est vrai. Je devais aller à l'université chez ces gens-là, comme chantait le grand Jacques. Et je me dis, médecine, mon père était chirurgien. Je me dis, au rythme où je vais faire ces années de médecine, 12, soyons raisonnables, faisons 12 fois 1,5, j'en raterai bien 1 sur 2. Je me dis, mais je vais être pensionné avant d'être diplômé, c'est pas possible. Ingénieur, fallait être très intelligent pour faire ça, j'ai pas pu. Et ingénieur commercial, c'est l'argent, être aveuglé par l'argent, les N+1, tes objectifs et tout, je trouve ça pathétique. Et donc, il restait avocat. Et je pensais que on gagnait des millions par mois et tout. Et j'ai fort déchanté. Voilà, ça n'a pas été une souffrance en tant que telle parce que l'argent c'est bon pour un Danglars, comme dit le comte de Monte Cristo. Je n'ai pas d'idéalisme. Je l'ai fait, par exemple, Fidel Castro, Lénine, tous les révolutionnaires, Napoléon, expliquaient que les avocats étaient des inutiles et une engeance qu'il fallait éradiquer. Ils avaient raison. Parce que nous, on est là pour que le système ne fonctionne pas. Voilà. Et peut-être que ce qui m'anime en tant qu'avocat, c'est pas une souffrance que j'ai eue dans la petite enfance, mais c'est la souffrance de voir que des gens s'arrogent le droit de mettre d'autres gens dans un trou pour toujours. Quand vous parlez du système, vous êtes là pour que le système ne fonctionne pas. Vous n'aimez pas ce système. Non. Certains parlent parfois même de vous comme un complotiste, entre guillemets.
Vous vous défendez évidemment face à ces accusations. Je devrais, mais j'ai vu encore avant-hier un documentaire magnifique sur le fait que l'homme n'ait jamais marché sur la Lune. Je pense que c'est malheureusement la stricte vérité. Ce que j'ai pu voir, en tout cas, je suis pas un complotiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'accepte pas la version du procureur fédéral. Alors oui, alors je suis un complotiste carabiné. C'est ne pas croire la version que certaines personnes qui pensent être sorties de la cuisse de Jupiter et avoir le droit de vous imposer votre pensée ont décidé de vous imposer de force. Voilà, moi j'ai ma liberté de penser ce que je veux sur les événements historiques. Pour croire que c'est Ben Laden qui, du fin fond d'une grotte quelque part chez les Pashtuns, a fait descendre 2 tours avec une 3e qui a jamais été touchée par un avion et qui s'est écroulée en même temps. C'est votre Mais là, droit. t'as un fasciste, un antisémite, un complotiste, un malade mental et compagnie. Voilà. Je ne peux pas évidemment vous laisser dire, c'est votre droit de le penser. Revenons au petit palais de justice de Bruxelles. C'est plus simple. C'est plus sympa aussi. Et à vos relations avec les autres pénalistes. Oui. Est-ce qu'elles sont bonnes? Comment ça se passe? Ça dépend lesquels. Oui. Les vrais avocats, et il y en a, des vrais avocats pénalistes qui ont une noblesse intellectuelle et une noblesse de cœur. Parce qu'on parle de véritable guerre Oui. entre pénalistes à Bruxelles, Oui, plus oui, particulièrement. c'est clair. Ben, il y a des grands pénalistes qui vraiment sont des mecs humainement formidables. J'en cite quelques-uns. Henri Laquet, merveilleux avocat. Isagul Tazlar, merveilleux avocat aussi. Stanislas Eskenazi, Jonathan de Taille et j'en passe. Maintenant, les vieux caciques du palais, là je vais pas donner de nom parce que je ne voudrais pas les humilier devant leurs femmes, mais je ne vous les demande pas. Ceux qu'on connaît, qui donnent toujours des leçons, qui sont assistants à l'université, c'est des avocats de salon, ça. Viens dans l'arène, viens te bagarrer, viens prendre des coups, viens sortir les innocents de prison et arrête toujours de te targuer de vertus que tu ne possèdes pas plus qu'un autre. Et ceci est applicable à 90% de mes confrères, mais moi je suis pas tellement dans les guerres entre avocats. Oui, on se bagarre à l'audience parce qu'on aimerait que je sois peut-être un peu moins caustique, mais les guerres c'est surtout pour des questions de dossiers. Ils se tirent dans les pattes pour se piquer les dossiers. Va pas chez lui, il est cocaïnomane. Va pas chez lui, le juge ne l'aime pas, il s'est fait attraper dans telle mauvaise posture avec telle... Et pourquoi est-ce qu'on parle finalement autant de drogue, j'y reviens, dans ce milieu d'avocats? Je sais pas, il faudrait demander à ceux qui se droguent, madame. Moi, je suis très loin de tout ça, je vois ça de loin, j'entends des rumeurs, mais je ne crois pas forcément tout ce qu'on me raconte. Donc voilà, et puis même, ouais, heureusement, en tant qu'avocat de surcroît, et puis s'il y a des mecs qui veulent se droguer, bah qui sont qu'à se droguer, hein, ils sont libres, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas aller les brûler sur un échafaud. Hein. Moi, la cocaïne, je trouve que c'est une drogue pour perdants. C'est le mec qui sait pas s'assumer en public, qui a besoin et tout. Je comprends pas. Par contre, j'ai été un énorme fumeur de cannabis. J'ai dû malheureusement arrêter. Que Monsieur Ducarme veut légaliser. On revient dans l'actualité. Oui, oui. Il dit que ça permettrait en tout cas de neutraliser une partie de la mafia. Vous y croyez, vous? Non. Non, parce qu'on a vu ça aux Pays-Bas où c'était légalisé. Il y avait une mafia encore plus terrible qu'ici. Pourquoi? Parce que quand c'est légalisé, faut payer des taxes, ouvrir un commerce, payer à l'État. Et t'as des mecs qui vendent à la sauvette et qui cassent les prix. C'est le problème. C'est ce qu'il disait, qu'il fallait pas surtaxer non plus cette drogue pour ne pas avoir un marché noir. On connaît la Belgique, il y a 11% d'inflation. S'ils foutent le cannabis dans le système légal, ils seraient capables de le faire monter à 20% d'inflation. C'est d'ailleurs encore une énorme connerie. Parce que les consommateurs ne paieraient évidemment pas. Les consommateurs classiques, non, mais les consommateurs de cannabis, moi je suis pas du tout un militant pour le cannabis. Moi, s'ils ont envie d'interdire, ils interdisent. De toute façon, moi, je m'en fous des lois. J'ai toujours appliqué ma propre morale que je trouve au moins aussi valable que la loi. Si c'est admis, tant mieux. Si c'est pas admis, tant pis, on le fait quand même si on en a envie. Ah bon? Ah oui. Après, je m'en fous des lois. Bien sûr. Pour un avocat. Oui, bien sûr. Alors, il y a des prescrits moraux qui superposent des lois. On ne tue pas, on ne viole pas, on n'escroque pas, on frappe pas quelqu'un qui vous a rien fait, un plus petit, un plus vieux, ce genre de choses-là. Mais oui, écoutez, les lois qui expliquent que
vous allez avoir tel millier d'amende parce que vous avez pas remis un papier à la TVA pour telle date et compagnie. Alors, on respecte les lois si vous voulez, mais je suis désolé, je suis pas en pamoison devant ce genre de conneries. Voilà, bon, après, il faut évidemment qu'il y ait un minimum de lois pour qu'une société puisse marcher. Mais si les gens avaient une morale, il n'y aurait pas besoin d'avoir des lois. Est-ce qu'il y a un regret que vous avez actuellement sur votre carrière? Non, je vous dis très sincèrement, je n'ai pas de regrets. J'ai jamais eu de plan de carrière, hein, ce serait assez dérisoire. Les gens qui ont de l'ambition sont généralement des gens frustrés et un petit peu intellectuellement petits. J'aurais jamais pensé faire une carrière comme j'ai pu la faire. Voilà, il a fallu que tombent ces histoires de terrorisme, c'est malheureux parce qu'il y a des victimes derrière, que ça tombe à Bruxelles, que je sois un contemporain de cette époque, né plus ou moins à l'époque qu'il fallait pour. Je n'aurais pas non plus le regret de quitter ce métier parce que je pense pas que je vais m'accrocher aux grilles des prisons jusqu'à 70 et des quoi. Vous ne voulez pas mourir à la barre? Non, je ne veux pas mourir à la barre, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère mourir sous un cocotier avec 2 filles exotiques et une noix de coco et une paille. Je ne dirai pas suite à quel exercice. Je préfère mourir. Ça ne m'étonne pas de vous. Merci, Maître Courtois. Merci.